Paul, Je m'appelle Paul Gogo. 7e épisode. J'ai vite compris que ça servait à rien que je meure déjà pour un article, mais alors particulièrement que je meure pour un article que j'allais pas vendre, tu vois, ça avait vraiment aucun intérêt. Et ils nous mettent, je crois que c'était deux gamins de mon âge du coup, avec des calaches qui nous tiennent en joue avec leurs calaches. Il y a quand même une période quand j'étais petit, je me disais il faut pas que je m'attache trop à mes proches, parce que je veux devenir reporter de guerre et je voudrais pas qu'ils s'inquiètent pour moi quand je serai là-bas. Du coup, je me sentais quand même prêt à tout ça, quoi. 3-2. Il y a une période où ça nous est arrivé plusieurs fois d'aller compter les cadavres à la morgue parce que on avait des chiffres délirants des deux côtés. Et, en gros, les Ukrainiens avaient massacré plein de séparatistes et inversement. Mais c'est vraiment parce qu'il fallait le faire, parce que j'aimais vraiment pas faire ça du tout. Donc du coup, ça nous est arrivé plusieurs fois d'aller rencontrer le responsable de la morgue de Donetsk, qui est quelqu'un de très bien en fait, qui s'appelle Monsieur Kalachnikov. Il tenait bien le truc en fait, il était très sérieux. Et donc lui, on lui faisait confiance, quoi. Il avait la liste des mecs qui étaient morts, qui avaient des morts dues à la guerre, les gens qui n'étaient pas morts à cause de la guerre. Et on savait exactement, pour chaque bombardement, on savait combien de personnes étaient décédées, quoi. Déjà, c'était la période en novembre où ça bombardait vachement, donc généralement, on s'était enfilé une bouteille de vodka la veille. Donc le matin à 9h, débarquer à la morgue avec un mal de tête fou, on a vite fait envie de vomir en fait. Puis cette odeur, quoi. Enfin, je pense que c'est un truc que toute personne qui a déjà visité une morgue n'oublie pas en fait, et qui reste sur la langue en fait. Et à chaque fois que j'y allais, pendant 2-3 jours, j'avais encore cette odeur de viande. J'y allais avec des paquets de chewing-gum à chaque fois. Et j'avais toujours cette odeur de viande sur la langue en fait. Puis sur les vêtements, enfin après on a l'impression plus que ça sent partout sur les vêtements. Donc à chaque fois que je rentrais, je lavais tout parce que c'était horrible. Après, on s'attache pas aux gens, enfin je veux dire, surtout que là, à la morgue, ils sont recouverts, donc on voit même pas leur visage, on voit juste des taches de sang, enfin les draps, tu vois, qui sont tachés par le sang. On voit à peu près où ils ont été blessés, mais on voit pas trop les trucs. La seule fois où je l'ai mal vécu, et normalement je me mets à pleurer à chaque fois que j'en parle, mais ça c'est pas bien, c'est quand j'ai fait un reportage en fait sur 2 enfants qui sont fait tuer dans un bombardement. Et c'était assez horrible, c'était dans un quartier qui se faisait souvent bombarder. Et en fait, ces 2 enfants étaient bloqués à la maison comme tous les enfants du quartier. Et un soir, ils ont vraiment insisté auprès de leur grand-mère pour aller jouer au foot sur le terrain de foot du coin. Et ils en pouvaient plus de rester enfermés, ils avaient juste envie d'aller jouer au foot, quoi. Et la grand-mère leur a dit non, c'est hors de question. Elle leur a dit plusieurs fois non, mais ils y sont quand même allés. Et le stade de foot, c'était un petit stade en fait au milieu du quartier avec des grilles tout autour. Et il y a un obus qui est tombé en... Enfin, il n'y avait même pas de tir en fait à ce moment-là de la journée, quoi. Et c'est juste qu'il y a un moment, il y a un obus qui est arrivé sans raison et il est tombé au milieu du terrain. Donc tu avais tous les enfants qui jouaient au foot, ils étaient plusieurs. Mais il y en a que 2 qui sont morts. Et je suis allé sur place, c'est arrivé le soir, donc je suis allé sur place le lendemain matin. Rien n'avait bougé, enfin les cadavres avaient été évacués, mais rien n'avait bougé. T'avais encore les sacs à dos qui avaient été posés avec les petites affaires de sport, t'avais encore le ballon sur le terrain, et t'avais un trou dans la grille où l'obus était tombé en fait. Et il y avait surtout des morceaux de cadavres partout. Et j'ai marché ce jour-là sur un morceau de corps, je sais pas, un morceau blanc, enfin qui appartenait sûrement, enfin qui avait dû sortir d'un des 2 corps en fait. Et le morceau s'est retrouvé collé à ma chaussure. Et donc je suis resté avec ce morceau sur la chaussure et je savais pas quoi faire. Et donc j'ai fini par m'en débarrasser dans la pelouse. Mais ce moment-là m'a beaucoup marqué. On a rencontré, donc quelques minutes après, on a rencontré la grand-mère d'un des 2 gamins qui a été voilà, effondrée, quoi. Et elle s'en voulait d'avoir laissé les gamins sortir. Enfin, elle leur avait dit de pas y aller, mais elle s'en voulait de les avoir laissés sortir. L'après-midi, on est allé à la morgue. On voulait pas voir les cadavres, hein, c'était pas pour ça, mais c'était pour parler justement aux responsables de la morgue et savoir comment ils étaient morts, par quoi ils avaient été touchés, et voilà. Donc là, on a vu les corps des 2 enfants partir avec la famille. On les a suivis en voiture jusqu'à l'église. On voulait pas les poursuivre en fait, mais on voulait finir l'histoire jusqu'au bout et nous, on voulait connaître la vie de ces enfants en fait. On voulait expliquer que c'était des enfants normaux et enfin moi, je voulais vraiment que les parents parlent de leurs gamins en fait.
Et on les a suivis à l'église. Et quand on est arrivé à l'église, il y avait, je sais pas, 30 ou 40 journalistes. Enfin, ça a été l'enfer. Et pour le coup, c'était des vautours. Enfin, déjà, les mecs se sont jetés sur le cercueil pour prendre des photos. Ils sont rentrés dans l'église avant la famille. Donc, il n'y avait plus de place pour la famille dans l'église. Enfin, c'était n'importe quoi. Moi, je suis resté devant. Enfin, on n'est pas rentré dans l'église, que ça m'a pas de photographe ou moi. On est resté à l'extérieur pendant toute la cérémonie. Et le cimetière était dans une zone qui se faisait bombarder en plus. Donc, on a assisté à l'enterrement. Il y avait encore les bombes qui tombaient autour. Enfin, c'était très étrange comme situation. Et en fait, en Ukraine, les cercueils sont refermés vraiment quelques secondes, quelques minutes avant d'être enterrés. Donc, il y avait les visages des enfants qui étaient à l'air libre. Et les familles ont pris, je sais pas, une bonne dizaine de minutes pour embrasser leurs enfants une dernière fois, en fait, avant l'enterrement. Et il y avait les traces des éclats d'obus sur leur visage. Ils avaient été maquillés et tout, mais il y avait encore les traces des éclats d'obus sur leur visage. Et tout le monde racontait à quel point ces enfants étaient doués à l'école et tout. Et là, je me suis mis à pleurer. Donc je me suis dit, là j'avais vraiment honte, donc je me suis mis de l'autre côté du cimetière, quoi. Je me suis vraiment éloigné du truc. Après, c'est des épisodes que j'ai pas trop racontés parce que c'est un côté gênant, et puis voilà, mais ça a été vraiment le reportage le plus difficile que j'ai eu à faire parce que c'était deux gamins, quoi, enfin, j'ai tout vu, quoi. C'est de l'endroit où ils sont morts jusqu'à leur enterrement, j'ai rencontré leur famille, j'ai réussi un peu à écrire sur eux quand même. Vaut mieux raconter l'histoire de ces gens-là que de raconter dans quel état on a retrouvé leur corps, en fait. Le but, c'est de les rendre humains sans trop en faire, quoi, mais en étant juste. Libération n'a pas voulu de l'histoire, ils n'étaient pas intéressés par l'histoire, mais ils voulaient un papier quand même sur la situation, ils voulaient un truc plus complet en fait sur la situation. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un papier complet sur la situation, et en fait au milieu de l'article, je raconte cette histoire-là. Mais j'ai pas décrit ou raconté l'histoire comme j'aurais souhaité le raconter. Ça fait partie des choses frustrantes. C'est comme ça que ça marche, hein, c'est le jeu, mais ça fait partie des choses frustrantes qui ont pu m'arriver là-bas. J'avais jamais même réfléchi à la mort avant. Je crois que je n'avais même jamais assisté à un enterrement en fait avant d'assister à l'enterrement de ces deux enfants. J'ai jamais de proches qui sont morts en fait dans ma famille. Et du coup, j'avais même jamais pensé à la mort en fait. Après, là, je suis dans une période où effectivement, je repense à tout ça, mais je suis clairement devenu trop émotif en fait. Et je pense que ça, il faut que j'arrive à comprendre pourquoi je suis comme ça, quoi. Je me suis rendu compte récemment que la guerre, ça faisait quelques mois qu'elle était un peu finie, même si ça continue, et que j'étais pas passé à autre chose. Et en fait, maintenant, je vois tout avec du recul, je vois tout parce que je me dis, voilà, mes premières aventures, c'était il y a déjà 2 ans. Ça me paraît incroyable, en fait, avec du recul, et j'ai du mal à réaliser que ça m'est arrivé, en fait. Tous ceux qui ont couvert la guerre ou qui ont vécu cette situation, on se retrouve dans une situation de fin de quelque chose, en fait. Il y a une séquence qui se termine, et on s'est pas préparé à passer à autre chose, parce que nous, on était prêts à couvrir une guerre pour 10 ans, là, en fait, et on s'est pas préparé à la suite. Et il y a une espèce de panique invisible qui s'installe chez nous, je pense. Ce qui fait que au moindre combat qui émerge dans le Donbass, on court tous dans le Donbass pour aller couvrir ça. Mais c'est un côté assez triste, assez pitoyable, dans le sens où en fait, ça n'intéresse plus aucun média français, ce qui se passe en Ukraine. L'Ukraine ne sait pas ce qu'elle va devenir, rien ne s'arrange en fait. On croyait que ça s'arrangeait, mais rien ne s'arrange. Et donc tout le monde a du mal à rebondir, c'est pas que les journalistes, mais les militants, les Ukrainiens de manière générale. Et on est en train de passer à une autre phase et on sait pas de quoi elle sera faite cette phase-là, et du coup c'est un peu compliqué. Et je suis en train d'essayer de comprendre ce que je suis maintenant, ce que je veux, ce que je fais là, et ce qui m'arrive. Et c'est une période un peu difficile. C'est un peu comme les soldats qui rentrent du front. Enfin, je me suis pas mal intéressé au stress post-traumatique du coup des soldats parce que je comprends un peu le truc. À Kiev, ça m'arrive souvent de voir des soldats en treillis dans la rue. Et au début, ça paraît super bizarre. Le dimanche, ils sont avec leurs femmes et leurs enfants et ils sont en treillis. Tu te dis, mais les mecs, ils rentrent du front, il n'y a pas un moment, ils ont envie de se mettre en jogging ou je sais pas, enfin, de s'habiller comme un dimanche, quoi, juste de profiter de leur famille.
Mais en fait, ils ont besoin un peu d'être reconnus. Et quand tu es en treillis dans Kiev, des fois des gens qui t'arrêtent pour te dire voilà, félicitations, merci, vous êtes des héros. Enfin, et ils ont besoin de ça. Et en fait, je peux le comprendre un peu. Et du coup, je veux pas être un héros. Je m'attends pas à ce que tout Paris me remercie en fait. Mais c'est juste que ça me vexe toujours d'envoyer des propositions de papier, de trucs que je suis allé faire dans le Donbass, et de voir que des mecs qui sont assis dans leur bureau à Paris prennent même pas la peine de me répondre. Et de voir qu'en fait, je viens de faire 2 ans pour rien, quoi, parce que j'envoie des papiers, on me les refuse toujours. Au final, je me retrouve juste sans boulot avec une guerre sur les épaules. Je regrette pas de l'avoir fait, mais j'ai l'impression quand même Enfin, je vis un peu ces 2 ans comme un échec, quoi. J'arrive au bout des 2 ans et je me dis, en fait, retour, casse départ, et t'as juste réussi à choper un espèce de stress entre-temps, quoi. Donc, t'as juste réussi à te faire du mal entre-temps, en fait, quoi. Toi, tu dirais que tu as un stress post-traumatique? Je dis ça, mais en fait, j'en sais rien. Enfin, c'est de m'être retrouvé avec une rupture au milieu des bombes. Enfin, ça a fait un mélange explosif, je pense, en fait. Et c'était très mauvais pour la santé. Les deux m'ont fait du mal, quoi. Et donc, j'essaie de comprendre. Je suis dans une période, j'essaie de comprendre comment j'en suis arrivé là, en fait. Prochainement. À chaque retour d'Ukraine, je vais me poser sur un rocher à Saint-Malo. C'est très dur à décrire comment une guerre arrive dans la vie de quelqu'un, en fait. C'est juste que tu prends un adolescent et tu le mets au milieu d'une guerre. Mon rapport aux gens, mon rapport à la mort, enfin, plein de choses ont changé. Je m'appelle Paul Gogo, j'ai 25 ans, j'ai beaucoup de cernes, je dors très mal la nuit. À suivre.